Bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire sur les études aux Pays-Bas. Je m'appelle Marc, je suis le directeur de Study Experience, qui est une agence qui accompagne les jeunes qui ont un projet d'études à l'étranger. C'est mon collègue Simon qui aura le plaisir d'animer le webinaire ce soir. Bonsoir. Bonsoir Simon, qui est donc notre conseiller expert Pays-Bas. Il va partager toute sa science infuse avec vous. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez surtout pas à les soumettre dans l'outil questions-réponses que vous pouvez voir en bas de votre écran. Et on fera de notre mieux pour y répondre, soit en direct ou voilà, il y aura un temps à la fin du webinaire pour vos questions. Voilà pour moi. Simon, je te laisse la main et bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Alors, merci d'être venu à notre webinaire. Et donc, ce que je propose de faire tout de suite, c'est de partager mon écran avec vous. Et je pense, couper ma caméra. Je pense que j'aurais dû faire ça avant. Je vais couper la caméra parce que ici, au fin fond de la Bretagne, là, je suis basé en Bretagne, dans mon village, c'est souvent un peu délicat au niveau de la bande passante. Donc, je vais couper la caméra pour que vous puissiez profiter de l'audio et puis du visuel. Est-ce que Marc, ça s'affiche correctement? Marc, tu peux me dire si ça s'affiche? Excuse-moi Simon, pour le moment non. Ah, ça ne s'affiche pas. OK. Pour le moment non. Je retente. Voilà. C'est bon, Simon. Super, merci. Donc, les Pays-Bas, destination qui a de plus en plus de popularité auprès de nos étudiants depuis quelques années. Et surtout, je dirais, depuis les 2 dernières années, là, on a remarqué que les étudiants s'intéressent de plus en plus à ce pays, probablement. C'est un phénomène qui est probablement lié au Brexit. C'est vrai que le pays voisin, la Grande-Bretagne, avait une grande popularité, il y a toujours une grande popularité, mais depuis le Brexit, comme vous savez peut-être, les frais de scolarité ont beaucoup augmenté en Grande-Bretagne et nous allons voir ensemble qu'aux Pays-Bas, il y a quand même une offre très intéressante au niveau du rapport qualité-prix de la prestation au niveau de l'enseignement supérieur. Alors, je vous propose dans un premier temps de discuter un petit peu des Pays-Bas en général, et puis dans un deuxième temps, je vous présenterai le système d'enseignement supérieur aux Pays-Bas, et puis j'évoquerai les différentes universités, enfin quelques universités, je ne vais pas parler de toutes les universités aux Pays-Bas, mais j'évoquerai peut-être quelques-unes des plus connues ou les plus populaires en tout cas parmi nos étudiants. Et puis, dans un troisième temps, j'évoquerai les procédures pour postuler aux Pays-Bas. Alors, les Pays-Bas, je sais que vous savez où se trouvent les Pays-Bas. Donc, la carte, c'est surtout pour que vous ayez en tête un petit peu l'emplacement des villes. Moi, je ne suis pas très doué pour la géographie. J'ai laissé tomber la géographie en troisième en Grande-Bretagne parce on peut le faire en Grande-Bretagne assez tôt. Mais donc, à part Amsterdam, je dirais La Haye, bon, je ne maîtrise pas trop. Mais vous voyez là sur la carte les villes principales. Une ville qui n'est pas affichée sur la carte, c'est Maastricht, qui se trouve par ici. Et donc, les Pays-Bas, c'est un pays qui est relativement petit. Il y a quand même 17 millions d'habitants. Et surtout, c'est un pays qui est quasiment voisin. Donc, on traverse la Belgique, mais on peut prendre le train à Paris et on peut prendre un train pour aller à Rotterdam et Amsterdam. Et il y en a plein tous les jours. Enfin, en temps normal, il y en a plein tous les jours. Donc, c'est un pays qui est tout à fait accessible. Et puis, c'est un pays intéressant à bien des égards. C'est un pays avec un niveau de vie élevé. C'est un pays qui, je dirais, je pense, dans le top 20 mondial en termes de richesse. Il y a un taux de chômage extrêmement bas comparé à d'autres pays européens. Et puis, c'est un pays qui est très avancé, leader en quelque sorte,
dans pas mal de domaines. Bon, c'est un pays puissant au niveau de l'agroalimentaire, très connu aussi pour des domaines comme l'architecture, le design, la mode, la pétrochimie, hein, c'est peut-être euh, moins à la mode ce temps-ci, mais c'est un grand pays pour la pétrochimie et puis d'autres formes d'énergie aussi, la logistique, gestion et traitement de l'eau, l'environnement. Donc, tous ces secteurs sont très développés aux Pays-Bas. Il y a de grandes entreprises dans ce secteur-là et c'est très intéressant, notamment pour les étudiants qui souhaitent accéder aux métiers peut-être un peu plus techniques ou des études au niveau du commerce. Il y a beaucoup d'opportunités pour des stages notamment. Et donc, ça, c'est très intéressant. J'en parlerai tout à l'heure quand j'évoque certains établissements. Donc, un pays intéressant, touristiquement aussi. Bon, ici, il s'agit de clichés, hein, bien sûr, les fleurs et les fromages, et l'ouverture et le libéralisme et la tolérance. Bon, cliché, certes, mais je pense qu'on peut on peut tomber d'accord en disant que quand on pense aux Pays-Bas, on pense à un pays très ouvert où on peut être soi-même, où il y a des choses qui sont tout à fait légales là-bas et peut-être moins chez nous. Bon, voilà. Mais on ne choisit pas un pays nécessairement pour faire ses études en fonction de ses qualités touristiques. Hein. C'est surtout la qualité de l'enseignement qu'on vise, je suppose. Si on pense à la Grèce, par exemple, la Grèce, c'est un grand pays touristique, un pays que j'adore personnellement, mais en termes d'établissement d'enseignement supérieur, ça ne rayonne pas. Alors que les Pays-Bas, bon, il y a des universités qui rayonnent mondialement. Donc, un pays touristique agréable, riche, certes, mais aussi un pays où on trouve beaucoup d'universités d'une très grande qualité. Donc, ce sont des universités, pour certaines, qui sont très anciennes et très bien classées, hein, comme Amsterdam, Leiden, Utrecht, ce sont de vieilles universités. Alors, ici, j'ai distingué les universités de recherche et les universités des sciences appliquées. Quand on parle des universités de recherche, ça veut simplement dire que c'est une université traditionnelle comme la Sorbonne, comme l'Université de Lyon. Enfin, ce sont des universités de recherche dans le sens où on y prépare des licences, des masters, des doctorats et on trouve au sein de ces établissements un grand nombre d'équipes de recherche. Et ça ne veut pas dire que les universités des sciences appliquées ne font pas de recherche, mais ça veut dire que traditionnellement, ces universités des sciences appliquées sont plus tournées bien, vers les problématiques plus pratiques, même si elles délivrent aussi des diplômes de master et de doctorat et font de la recherche. Mais donc, on distingue ces deux types d'universités aux Pays-Bas. Donc, dans les universités des sciences appliquées, on prépare des diplômes surtout de Bac+3 et Bac+4-5. Il y a quelques diplômes au niveau Bac+2, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais bon, c'est une possibilité, mais ça reste assez marginal. Dans ces universités des sciences appliquées, la pédagogie, c'est une pédagogie basée sur les problèmes. Hein. On travaille sur des projets où un problème est posé et puis on essaie de le résoudre. Et il y a beaucoup de stages en entreprise. Donc, et comme je le disais tout à l'heure, on trouve relativement facilement des stages aux Pays-Bas. Ensuite, on a une autre catégorie d'établissements. Il s'agit des University Colleges. Alors, University College, c'est un établissement qui prépare un enseignement, enfin qui délivre un enseignement assez généraliste. Vous avez peut-être entendu parler des liberal arts, hein, ce sont des études interdisciplinaires. Vous trouverez sur notre chaîne YouTube d'ailleurs un webinaire à ce sujet, et puis vous trouverez des articles aussi sur notre site sur l'essor de cette filière des liberal arts. En fait, je devrais dire liberal arts and sciences parce que justement, c'est une approche qui combine souvent les sciences, les mathématiques et les sciences humaines et sociales et des lettres. Enfin, pas moins des lettres, mais quand même un petit peu. Et donc, ces university colleges, on pourrait les considérer un peu comme des facultés
de grandes universités. Donc, c'est des établissements qui dépendent d'une université mère, donc Amsterdam, Leiden, Utrecht. Bon, c'est l'université mère qui va délivrer le diplôme. Et le University College, c'est un établissement souvent géographiquement à part, hein, donc soit avec un petit campus à part ou un grand bâtiment à part. Et les étudiants sont un peu plus isolés par rapport aux autres. J'en parlerai dans les détails un peu plus tard quand j'évoque l'exemple de certains de ces University Colleges. Aux Pays-Bas, vous avez bien sûr la reconnaissance internationale des diplômes. Je dis bien sûr parce que maintenant, je pense que les gens sont assez au courant des crédits ECTS, ces crédits européens qui fonctionnent au sein de l'Union européenne, mais plus généralement au sein de l'espace européen d'enseignement supérieur. Donc, si vous faites vos études aux Pays-Bas, vous n'aurez aucun problème de reconnaissance à l'international de ce diplôme. Et comme d'autres pays que je pourrais citer, comme l'Irlande et le Canada notamment, il y a vraiment un contrôle de qualité des enseignements et des établissements. C'est sûr qu'on trouve ça dans tous les pays. Hein. Tous les pays ont un système de contrôle qualité. Mais ce qui est intéressant avec les Pays-Bas, c'est que vous ne pouvez pas trop vous tromper. Vous aurez un bon établissement. C'est comme en Irlande et au Canada, où il y a une certaine homogénéité au niveau de la qualité des établissements. Donc, pas de mauvaise université aux Pays-Bas. Pour vous donner une petite idée, souvent, nos étudiants aiment bien nous parler des classements. Alors, les classements, c'est vrai que chez Study Experience, on n'est pas excessivement attaché au classement parce qu'on sait comment ça fonctionne. C'est surtout une affaire de recherche en grande partie, ce qui n'est pas très pertinent pour un étudiant qui va postuler pour faire un bachelor. Mais bon, souvent, on aime bien savoir où se situe son établissement par rapport aux autres dans le monde. Donc, j'ai listé quelques universités ici. Donc, la première, c'est justement une de ces universités des sciences appliquées, une université technologique, Delft University of Technology. Eh bien, c'est vraiment un établissement très, très bien classé mondialement. 57 dans le classement de QS, c'est vraiment une université qui est reconnue et respectée. Amsterdam tombe dans le top 100 également. Donc après, vous avez Eindhoven Institute of Technology, c'est l'équivalent de Boston University ou Queen Mary University à Londres. Ce sont des universités très bien classées. Utrecht et Leiden, comparables à des universités, des grandes universités californiennes, hein, comme University of California, Davis ou University of Southern California. Donc, c'est pour situer un petit peu les établissements. Il y a vraiment des opportunités quand on sait qu'on peut intégrer une université d'Amsterdam pour certaines filières sans trop de difficultés. C'est quand même très intéressant. Toujours dans cette première partie de présentation générale des Pays-Bas, je voulais évoquer tout de suite une question importante et c'est le coût hein, des études aux Pays-Bas. Alors, c'est un pays relativement cher hein, parce que c'est un pays bien développé, un pays riche. C'est surtout le logement qui coûte assez cher. Alors, si on veut avoir son petit studio, son petit appartement pour soi, bon, il faut vraiment prévoir un budget conséquent. Mais aux Pays-Bas, on fonctionne beaucoup sur le système de la colocation entre étudiants, donc ça réduit un petit peu la note. Donc, les frais de scolarité pour les Européens sont subventionnés par l'État néerlandais, comme pour les étudiants néerlandais. Donc, vous payerez à la rentrée 2021 2168 € pour l'année. Hein, et donc, c'est pour les 3 années de bachelor, c'est le même tarif. Alors, je voudrais juste signaler que pour le moment, il y a toujours un système de réduction pour la première année. Donc, ce montant-là peut être réduit, pas partout, mais peut être réduit de moitié pour la première année. Donc, c'est encore plus intéressant. Dans la colonne de droite, vous voyez 4 500 €. Ça, c'est pour justement les University Colleges que j'ai évoqués tout à l'heure.
hein, où l'effectif est vraiment réduit. Et donc, ça coûte plus cher pour les universités d'avoir l'effectif réduit. Donc, bon, on vous demande une participation complémentaire. C'est le cas aussi pour quelques autres filières sélectives, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, vous voyez que bon, si vous trouvez un job étudiant, ça peut réduire évidemment la note. Vous avez le droit de travailler comme les étudiants néerlandais. Il n'y a pas de restriction si vous avez un passeport européen, pas de restriction au niveau du travail. Donc, voilà, donc ça peut coûter, je dirais, entre 8 000 euros et 20 000 euros dans le secteur public, selon la ville, selon comment vous vous logez. Il y a bien sûr des établissements qui coûtent beaucoup plus cher, hein, les établissements privés, des écoles de commerce, par exemple. Donc, l'école qui est citée là, en bas de page, c'est une très bonne école de commerce, hein, c'est avec triple accréditation. Bon, c'est donc plus cher, c'est privé. Voilà pour les sous. Parlons maintenant donc du système éducatif et notamment le supérieur aux Pays-Bas. À droite, vous avez grosso modo le système français avec Bac+2 et puis Bac+3, donc la licence en 3 ans, le master qui est divisé en 2, le M1 et le M2. Et bon, je n'ai pas indiqué le doctorat vient après sur 3 ans à temps plein. Aux Pays-Bas, les bachelors sont très souvent sur 3 ans et dans les universités de recherche, comme pour la licence en France, c'est sur 3 ans. Dans les universités des sciences appliquées, il y a aussi des bachelors en 3 ans, mais il y en a beaucoup aussi en 4 ans et donc ça tient compte aussi de la question des stages et des choses comme ça. Donc, ça explique un peu la durée un peu plus longue. Et au niveau du master, c'est un peu plus compliqué qu'en France. Enfin, plus compliqué, c'est plus varié, on va dire, qu'en France. Donc, les masters vont être parfois beaucoup plus longs, mais ça dépend des disciplines. Donc, c'est l'architecture, par exemple, ça va demander plusieurs années. Mais vous trouverez beaucoup de masters en 1 an. Ou sur 12 mois plus précisément, ou parfois 1 an et demi, hein, donc 4 semestres, ça dépend. Mais il est possible de valider le niveau master en 1 an ou 2 ans classiquement aux Pays-Bas. Donc ça ne change pas beaucoup par rapport à la France. Ce qui change beaucoup, c'est le nombre d'étudiants qui vont jusqu'au master. En France, c'est vrai que beaucoup d'étudiants ont tendance à vouloir aller jusqu'au master au niveau Bac+5. Ce n'est pas le cas ailleurs dans le monde, hein. Donc, si vous prenez l'exemple de la Grande-Bretagne, la majorité des étudiants font un bachelor et ne vont pas plus loin. Aux États-Unis, c'est pareil, hein. Ils font 4 années pour avoir leur bachelor, ils ne vont pas plus loin. Beaucoup d'étudiants, la majorité. Et aux Pays-Bas, c'est pareil. Donc, je pense que j'ai lu que 60% des étudiants ne vont pas au-delà de leur bachelor. Donc, et ceux qui font un master ne le font pas nécessairement directement après le bachelor. C'est très, très courant d'aller travailler un petit peu d'abord et puis de revenir à l'université, se spécialiser un peu plus tard. Et beaucoup de masters aux Pays-Bas sont à temps partiel pour permettre justement à ces étudiants qui ont démarré leur carrière de continuer à travailler tout en étudiant. Ceci étant dit, il y a un très grand nombre de masters classiques à temps plein sur 1 an ou 2. Voilà donc pour l'organisation des études. Et je voulais juste évoquer quelques caractéristiques du système néerlandais. La rentrée principale, c'est début septembre. Allez, c'est vraiment tout début septembre. Et même il faudrait être sur place un petit peu, enfin fin août, ce serait bien pour profiter des semaines d'intégration, etc. Donc, c'est tôt. Il y a une rentrée possible en février dans certains programmes, ce n'est pas la règle générale, hein, du tout. Ce n'est pas comme aux États-Unis où il y a systématiquement une rentrée en janvier. En Grande-Bretagne, il y a de plus en plus de possibilités de rentrer en janvier aussi. Aux Pays-Bas, ça se développe. Et donc, pour pas mal de programmes, vous pouvez demander une admission pour le mois de février. Ça vous permet par exemple, là en ce moment, si vous vous rendez compte que les Pays-Bas, c'est absolument génial et que vous auriez dû
faire un dossier pour la rentrée de septembre, et c'est trop tard, sachez que pour certains programmes, il est quand même possible de faire un dossier et de démarrer en février. Hein, avec le système de... Vous n'avez rien raté parce que c'est un système de modules, donc vous pouvez tout à fait démarrer au deuxième semestre. Donc, vous aurez entre 10 heures et 25 heures de cours par semaine. C'est très variable selon les filières. Si vous faites une filière technologique ou scientifique et vous avez du temps à passer dans les labos, il y aura des travaux pratiques. Bon, là, évidemment, vous aurez beaucoup plus d'heures. Et si vous faites des études littéraires, ce sera peut-être que 10 heures ou 12 heures de cours par semaine. Donc ça, c'est assez classique dans les pays anglophones. L'évaluation se fait essentiellement par des examens. Donc, les examens, vous pouvez les avoir. Ce n'est pas qu'à la fin du premier semestre ou deuxième semestre. Les semestres sont découpés en fait en périodes. Donc, vous pouvez avoir 2 ou 3 périodes au sein de chaque semestre. Et puis, à la fin de chaque période, il y aura des examens. Donc, c'est différent. En France, vous avez généralement peu de contrôle continu comme ça. Tout est à la fin du semestre. Donc, ici, c'est plus étalé. Alors, ici, c'est évoquer quelque chose d'un peu moins sympathique. C'est le taux d'échec en première année. C'est un taux d'échec qui est important. Et je dirais que c'est un peu comme en France dans pas mal de filières. C'est-à-dire que si on pense à la filière du droit en France ou même des études filière de lettres, eh bien, on constate qu'il y a des taux d'échec et c'est parfois de l'ordre de 50%. Et ça, c'est parce que en France, comme aux Pays-Bas, pour beaucoup de programmes, il n'est pas difficile d'entrer dans la formation. On demande le baccalauréat. On ne vous demande pas plus, on ne vous demande pas d'avoir la mention bien. Pour pas mal de filières, vous pouvez rentrer assez facilement, mais le niveau est le niveau universitaire, c'est un bon niveau. On vous demande de l'organisation. Si vous n'avez que 12 heures de cours par semaine, il faut travailler en autonomie. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut bien se connaître et bien vérifier que la filière concernée est vraiment adaptée pour vous. J'y reviendrai un peu plus tard parce qu'il y a un système pour ça, pour contrôler un peu l'adéquation entre votre profil et le parcours envisagé. Aux Pays-Bas, les professeurs sont très accessibles et vous remarquerez si vous partez là-bas que, bon, on utilise les prénoms et il y a, bon, ça c'est vrai pour le pays plus généralement, il y a moins de notions de hiérarchie aux Pays-Bas qu'en France, y compris dans le milieu universitaire. Donc, ce sont des discussions entre pairs. Et puis, comme dans des pays anglophones, comme aux États-Unis et en Grande-Bretagne notamment, il y a une vie associative très importante. Donc, vous êtes étudiant, c'est important de consacrer évidemment le temps qu'il faut à vos études, mais c'est aussi important de profiter de ces belles années. Et il y a beaucoup d'infrastructures et d'organisations pour vous aider à profiter de votre temps libre. Il faut évidemment bien étudier toute l'offre avant de faire vos vœux. Hein, si vous souhaitez partir aux Pays-Bas, vous ne pouvez pas demander des dizaines de programmes. J'y reviendrai tout à l'heure quand je parle de la procédure pour postuler. Donc, il va falloir vraiment faire des choix. Donc, vos choix vont se baser sur le type d'établissement. Est-ce que c'est une de ces universités de recherche ou bien est-ce que c'est un établissement plus petit, un university college plus intime? Est-ce que c'est une université plus technologique parce que vous aimez, par exemple, l'idée de l'approche par problème, ce type de pédagogie? Quels sont les classements et les accréditations des universités? Quel est le coût des études et de la vie? Le coût des études, ça peut être similaire parce que le tarif est fixé par l'État, comme j'ai montré tout à l'heure, un peu plus de 2 000 euros. Mais le coût de la vie va varier beaucoup en fonction des villes.
donc, et notamment au niveau du logement. Donc, et vraiment, ça peut être du simple au double. Donc, ça peut être un élément à prendre en compte pour certaines personnes. L'environnement et le campus, est-ce que c'est un campus urbain? Est-ce que tous les bâtiments sont en centre-ville? Est-ce que vous souhaitez passer 3-4 années dans une grosse ville où ça bouge? Ou est-ce que vous aimez l'idée d'un campus à proximité d'une ville plus calme, un campus avec de la verdure, etc. Ça, ce sont des questions importantes à prendre en compte. Il faut se sentir bien dans son environnement. Et qu'est-ce qui est proposé comme vie associative, justement? Quels sont les effectifs dans la filière concernée? Ce ne sera pas la même chose si vous êtes dans un University College où vous êtes vraiment un petit nombre d'étudiants par classe, ou dans une grande filière à Amsterdam où vous avez quasiment que des cours magistraux, donc des centaines de personnes en amphi, et puis quelques séminaires où vous pouvez être jusqu'à 70 personnes par séminaire. Donc là encore, c'est des éléments importants à prendre en compte. Je vais maintenant évoquer quelques universités. Je vais commencer par University of Amsterdam, qui donc, est très demandée par nos étudiants. C'est une très grande université, à la fois par sa taille et puis par aussi sa réputation. Et il y a beaucoup de filières très réputées à Amsterdam, donc entièrement en anglais. Donc ça, j'aurais peut-être dû préciser dès le départ. Je ne parle que de programmes entièrement en anglais. Ça demande de zéro compétence en irlandais. Bon, bien sûr, vous aurez envie d'apprendre les rudiments de la langue pour avoir des formules de politesse, même si on sait que quand on voyage aux Pays-Bas, on peut utiliser l'anglais sans problème. Mais bon, tous ces bachelors que j'évoque là sont entièrement en anglais. Economics et Business Economics, donc très réputés. Et c'est pas trop difficile d'accès parce qu'il n'y a pas beaucoup de freins à l'accès à cette formation-là, mais le niveau est très élevé. Donc, il faut avoir un très bon niveau en mathématiques, notamment, bien sûr. Business Administration, très demandé aussi, au point où il y a ce qu'on appelle le numerus fixus. Alors ça, c'est un peu comme en France, avec des filières, notamment médecine, où voilà, il y a un nombre d'étudiants limité, et ce nombre d'étudiants est fixé par l'État. C'est l'État qui intervient là pour dire, voilà, il faut qu'on régule le nombre d'étudiants, on ne va pas subventionner tout le monde. Et donc, pour ces dossiers-là, il y aura une sélection. Donc, j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'il y a la sélection, ce n'est pas uniquement sur les bulletins scolaires, ça compte, mais il y a autre chose aussi. Political science, accessible, parce qu'il n'y a pas de numerus fixus pour les sciences politiques. Donc ça, c'est un bon plan. Puis il y a PPLE, Politics, Psychology, Law and Economics. Alors quel mélange formidable de 4 matières. Alors ici, c'est un programme spécial en effectif réduit. Donc aux Pays-Bas, grosso modo, vous avez les programmes comme le Political Science où il n'y a pas de sélection. La sélection, c'est le baccalauréat. Est-ce que vous avez votre baccalauréat? Est-ce que vous avez le niveau d'anglais aussi? Ça, il faut le montrer par un test standardisé de type IELTS ou TOEFL. Bon, ça, c'est pareil pour les études à l'étranger. Généralement, il faut montrer un certain niveau d'anglais. Mais pour ces programmes-là, comme le Political Science ou le Economics et Business Economics qu'on voit ici, il n'y a pas de sélection autrement que le baccalauréat. Pour les programmes comme le Business Administration, avec le nombre limité fixé par l'État, là, il y a une sélection. Et pour ces programmes spéciaux, là, comme le PPLE, il y a aussi une sélection. Mais c'est sélectif, en fait, ça c'est l'université qui a décidé que ce serait un programme sélectif.
Donc, ils sont libres de décider de leurs critères d'admission pour ces programmes-là. Donc, pour ces programmes sélectifs comme le PPLE, il y a aussi des frais de scolarité un peu plus importants, comme les University Colleges. Donc, vous avez vu le tableau tout à l'heure, c'était 4 500 €. C'est dans ces eaux-là, hein, pour ces programmes. Donc, parce que, encore une fois, vous avez un effectif réduit, c'est plus intime, ça coûte plus cher pour l'université. Et puis, il y a Amsterdam University College, donc le University College, donc un établissement à part, mais rattaché à l'Université d'Amsterdam. Si vous sortez de Amsterdam University College, votre titre universitaire, c'est University of Amsterdam. Et donc, ils ont le programme en Liberal Arts and Sciences, qui est donc aussi un programme sélectif, hein, donc à 4 500 €. Je voulais donc évoquer, en dernier point ici, ce qu'on appelle le matching. Alors, je disais tout à l'heure que pour beaucoup de programmes, rien ne vous empêche de vous inscrire. Enfin, vous avez votre baccalauréat, vous remplissez le dossier correctement. Bon, il y a des étapes à franchir, mais normalement, vous allez pouvoir y rentrer. Donc, ce que les universités néerlandaises souhaitent éviter, c'est qu'il y a des étudiants qui viennent avec un profil qui est inadapté. Donc, on va essayer de décourager ces étudiants-là. Pour les étudiants néerlandais, ce programme de matching, enfin ce processus de matching ou de programme fit, ou encore on appelle ça le Study Choice Check, on va checker, on va vérifier que votre profil est bien adapté au cursus. Pour les étudiants néerlandais, c'est obligatoire ça. Il faut qu'ils fassent une série de tests en ligne, ils vont écrire quelque chose, ça va être noté, et puis il y aura un avis qui est rendu sur l'adéquation entre le profil et le programme. Pour les étudiants étrangers, ce n'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Donc, je vous encourage à le faire. Hein. Si vous postulez à Amsterdam ou ailleurs, et on vous propose le Study Choice Check ou le matching, vous le faites et puis vous aurez une meilleure idée de votre… vous aurez plus confiance en votre choix. Donc, ça se fait au cours de la procédure d'admission. Il faut d'abord postuler et après, vous aurez accès à ce processus pour vérifier cela. Donc, voilà, encore une fois, c'est pour éviter des mauvais choix d'orientation. Donc, c'est une très bonne chose. Enfin, j'aimerais voir plus de ce genre de choses en France aussi. Alors, il ne faut pas confondre, le University of Amsterdam, j'ai mis un autre logo en bas, là, c'est le Vrije University Amsterdam, donc l'Université libre d'Amsterdam. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, il y a deux grandes universités à Amsterdam, hein, donc c'est les deux grandes universités. Les deux sont très bien classées. Amsterdam est mieux classé, mais VU University est une très, très bonne université aussi. Et ils ont plein de bachelors en anglais. Hein, vraiment un choix très important. Donc, ça peut être un choix parfois quand il y a un parcours sélectif à Amsterdam, eh bien, parfois les étudiants vont aussi postuler pour le parcours un peu équivalent à VU University, quand ça existe. Maintenant, c'est la page de pub, en fait. Hein. Donc, le sponsor aujourd'hui, eh bien, c'est nous-mêmes, hein, c'est Study Experience. Et donc, c'est juste pour vous dire que si ça vous semble intéressant, on peut tout à fait vous accompagner dans toutes vos démarches. Donc, vous aider à justement choisir la bonne université, la bonne filière pour vous au cours de plusieurs entretiens. Et puis, on vous aide à gérer toutes les procédures administratives. Hein. On va monter le dossier pour vous, les dossiers, parce que vous aurez plusieurs dossiers probablement à monter. En général, nos étudiants, ils ne vont pas postuler seulement à une université, à un programme, hein, ça va être plusieurs. On va vous aider à optimiser votre candidature parce que vous pouvez avoir plein de documents à fournir. Ce qu'on appelle un personal statement, hein, qui est une sorte d'argumentaire pour entrer dans la formation. Hein, c'est un peu plus poussé quand même qu'une simple lettre de motivation. Hein, c'est selon les universités. Les universités peuvent demander différentes pièces, parfois un CV. On vous aide avec tout ça.
on vous accompagne dans toutes les procédures d'inscription en ligne. On vous aide à planifier votre départ et à remplir toutes les tâches administratives que vous aurez à accomplir, l'organisation, et surtout, on vous suit une fois que vous partez, on reste disponible. C'est-à-dire que, voilà, vous devenez un peu notre bébé. Hein. On s'occupe de vous pendant toute la durée de votre parcours d'admission dans l'université. Donc, voilà pour la pub. Si vous souhaitez travailler avec nous, que ce soit pour les Pays-Bas ou d'autres destinations, bien sûr, hein, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Donc, fin de pub, et on revient à Maastricht, donc une université qui est très, très demandée par les étudiants, non seulement français, mais enfin, de partout dans le monde. C'est l'université qui est jeune, qui est plutôt bien classée. Ce n'est pas dans le top 100 mondial, mais c'est, enfin si, pour certaines filières, mais c'est une université qui est plutôt bien classée, malgré son jeune âge. L'école de commerce de cette université-là, et la photo que vous voyez, c'est l'école de commerce, enfin c'est l'arrière de l'école de commerce, donc à la triple accréditation. Alors, j'en parlerai tout à l'heure quand j'évoque une école de commerce. C'est bon, quand une école a une triple accréditation, c'est très, très bien. Je pense qu'il y a moins d'1% des universités, des écoles de commerce dans le monde qui ont la triple accréditation. Plus de 50% d'étudiants étrangers. C'est énorme hein, pour une université. Vraiment énorme. Hein. Plus de 50% d'étudiants étrangers, c'est rare. La moitié des bachelors sont en anglais et la majorité des masters et des doctorats sont aussi en anglais. Donc, vous voyez, c'est vraiment une université qui est tournée vers l'international. Les bâtiments sont très souvent des bâtiments historiques, selon les départements, selon les facultés. Donc, les bâtiments se trouvent en centre-ville essentiellement, donc de jolis bâtiments en centre-ville, sauf les filières comme la psychologie ou la médecine qui se trouvent sur un campus à part en banlieue. Voilà pour Maastricht. Et University College à Utrecht. Alors, University College, c'est donc encore un exemple de ces établissements qui sont rattachés aux universités. Donc, vous pouvez y préparer un cursus supérieur, on va dire. Ils appellent ça des honors programs. Donc, c'est un bachelor assez poussé, hein, donc très réputé, un peu basé sur le modèle américain des liberal arts colleges qui sont très prestigieux aux États-Unis. Donc, c'est une idée qui finalement a été importée des États-Unis. Donc, ici, à Utrecht, c'est un campus résidentiel. On voit en bas à gauche la photo. Bon, c'est un campus avec des bâtiments comme ça, c'est assez vert, mais c'est qu'à 10 minutes de la ville. Donc, là, vraiment, vous avez le beurre et l'argent du beurre finalement, parce que vous avez accès à une très grosse file étudiante et vos cours, votre vie de tous les jours, bon, vous êtes au calme. Donc, vous avez vraiment, vous jouez sur les deux tableaux, c'est assez intéressant. C'est un établissement qui propose un cursus à la carte. Alors, dans les university colleges qui proposent des programmes en liberal arts and sciences, il y en a 10 en tout, il y en a dans 10 villes. Ici, à Utrecht, c'est vraiment à la carte. Vraiment, vous construisez votre programme comme vous voulez. Hein. Dans d'autres university colleges, ça peut être un système de majeur. Hein, donc, où vous avez un assez grand choix, mais ce n'est pas un groupe de matières. Ici, vraiment, c'est à la carte. Donc, vous pouvez, par exemple, faire de la neuroscience, plus la psychologie, plus la linguistique, si vous aimez ces matières un peu techniques. Vous pouvez faire du mandarin, plus l'environnement, plus les sciences politiques, ou la philosophie avec la physique et l'économie. Vous faites comme vous le souhaitez. Alors, bon, il y a peut-être certaines matières qui ne se combinent pas pour des histoires d'emploi du temps ou des choses comme ça, mais bon, vous aurez compris que c'est très flexible. 750 étudiants en tout et la moitié donc d'étudiants étrangers. Donc, vraiment un environnement international. Les classes de 20 étudiants, c'est pour ça que vous payez un peu plus cher, donc 4 500 € au lieu de 2 200 €, parce que c'est plus intime. Et vous avez la possibilité de changer d'avis. Si vous vous rendez compte, vous démarrez, par exemple, la linguistique,
et vous vous rendez compte que ce n'est pas votre tasse de thé, eh bien, vous choisissez autre chose dans les premières semaines. C'est tout à fait possible. Et vous aurez un mentor, un genre de coach académique qui vous aidera à planifier justement votre cursus, hein, parce que ça ne s'improvise pas, il faut vraiment prendre du temps avec ça, mais vous n'êtes pas lâché, vous n'êtes pas tout seul à construire votre programme. Vous aurez quelqu'un expérimenté qui va vous guider au cours de ce processus-là. Erasmus, donc Rotterdam, donc là encore une université qui est très demandée, top 100 mondial, dans plusieurs classements. Donc j'ai mis médecine et droit entre parenthèses parce que bon, là c'est pas, là on parle pas des cursus en anglais. Très accessible aux Européens. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est une université qui est réputée pour ça, enfin, très réputée même, très réputée aussi pour l'économie et l'économétrie, où là, par contre, les programmes sont en anglais. Donc là, vous avez accès à ces formations-là. Ce sont des programmes sélectifs sur 4 ans cette fois. Hein. Donc, c'est un peu particulier parce que normalement, dans les universités de recherche, comme je disais tout à l'heure, c'est sur 3 ans, mais cette fois-ci, c'est sur 4 ans. Mais ça, c'est un programme qui est très réputé et bon, ça, c'est le bon plan pour les matheux. C'est très intéressant. Erasmus University a aussi son University College pour les liberal arts, donc un peu comme l'établissement précédent, donc très intime, mais encore plus intime parce qu'il n'y a que 250 places hein, ici. Hein. Il y avait 750 à Utrecht, et ici il n'y a que 250. C'est assez sélectif, hein, en plein centre de Rotterdam. Et puis, enfin, rattaché à cette université, donc Erasmus University Rotterdam, il y a le Rotterdam School of Management. Alors, ça, c'est une école de commerce très, très réputée. Et donc, je vais faire un petit focus là-dessus parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui demandent, je sais que vous n'êtes tous pas forcément intéressés par le commerce, donc je vais aller assez vite, mais c'est un bon plan pour nos étudiants qui visent le commerce. Triple accréditation, comme j'ai évoqué tout à l'heure, c'est très prestigieux. Il y a 650 places pour 3000 candidatures, donc c'est sélectif, mais bon, c'est faisable. 70% d'étrangers. La date limite, c'est le 15 janvier, donc il faut, si vous êtes en première, donc il faut déjà commencer à y songer et puis à la rentrée, commencer à préparer le dossier. Il faut un bon niveau en mathématiques, donc il faut avoir fait maths spécialité ou expert, et donc la note est différente selon vous avez fait spécialité mathématiques. Et si vous avez fait maths expert, je crois que c'est 13 de moyenne qui est demandé. Donc idéalement, vous aurez une moyenne générale de 14 ou plus. L'IELTS est obligatoire, donc ça c'est le test d'anglais que j'évoquais tout à l'heure, sauf si vous préparez la mention, l'option internationale, et donc vous êtes dispensé d'un test d'anglais. Et les frais de scolarité sont de 2 500 €, comme les filières classiques, moins de 2 500 €, j'ai affiché le tarif tout à l'heure, 2200 et quelques, comme les autres universités. Alors quand vous savez qu'une formation équivalente en Grande-Bretagne, dans une université de rang équivalent, hein, comme LSE ou Warwick, ça vous coûterait 30 000 €. Vous comprenez que c'est une assez bonne affaire. Mais c'est adapté au profil autonome. Comme je disais tout à l'heure, c'est des grands groupes, c'est des cours magistraux, il faut être autonome, il faut lire les livres, il faut travailler. Autonome, vous pouvez travailler en groupe, bien sûr, les étudiants travaillent souvent en groupe, mais ce n'est pas une école de commerce où on a 30 heures de cours par semaine et que beaucoup de choses se font en cours. C'est très différent, donc c'est à savoir. Mais c'est une bonne affaire pour ceux qui savent travailler tout seuls. Alors, l'heure tourne et puis je voudrais laisser du temps pour les questions, donc je vais évoquer assez brièvement la procédure pour postuler aux Pays-Bas. Vous allez passer par une plateforme centralisée qui s'appelle StudyLink. Alors, StudyLink, c'est un peu le Parcoursup néerlandais. Vous passez par là obligatoirement et vous pouvez, quand vous vous inscrivez sur la plateforme StudyLink, vous pouvez choisir 4 programmes seulement. Comme je le disais tout à l'heure, donc ça demande vraiment une bonne préparation. Il faut avoir bien étudié
toutes les options et vraiment cibler les formations parce que c'est 4 maximum. Et les programmes numerus fixus que j'ai évoqué tout à l'heure, donc avec le nombre d'étudiants limité, vous pouvez en mettre 2 de ces programmes-là, et donc il vous restera 2 programmes plus ouverts. Par contre, les liberal arts and sciences, là, ce n'est pas numerus fixus, c'est sélectif, mais ce n'est pas numerus fixus, donc là, vous pouvez en mettre 4. Donc, 4 programmes que vous indiquez sur la plateforme StudyLink. Alors, sur la plateforme StudyLink, ça va être un peu comme Parcoursup, mais il y a tout des pages d'état civil, enfin, il y a votre parcours précédent, etc. Donc, il y a pas mal de choses à remplir sur cette plateforme-là. Mais malheureusement, la plateforme StudyLink ne suffit pas parce qu'après, quand vous créez votre dossier, que vous validez votre dossier StudyLink, donc oui, j'ai oublié de faire défiler le texte, donc c'est une plateforme qui est obligatoire, c'est gratuit, donc vous rentrez vos programmes sur la plateforme et oui, vous pouvez postuler pour plusieurs programmes au sein d'un même établissement. Donc, si vraiment vous visez l'Université d'Amsterdam, rien ne vous empêche d'indiquer plusieurs programmes à l'Université d'Amsterdam. Donc, c'est une plateforme qui est gratuite. Vous devez saisir un certain nombre d'informations, y compris vos informations bancaires. Ça viendra plutôt vers la fin du processus, hein, quand vous êtes vous pouvez même attendre d'être pris quelque part, d'avoir vos réponses. C'est une plateforme qui gère les paiements des frais de scolarité et qui va filtrer les étudiants pour vérifier justement qu'ils ne vont pas postuler partout pour des programmes sélectifs. Hein. Mais vous devez, en plus de cette plateforme StudyLink, faire votre candidature sur la plateforme de l'université. Donc, là où en France, tout se passe par Parcoursup, ici aux Pays-Bas, il faut créer un dossier aussi sur la plateforme de l'Université d'Amsterdam, par exemple. Donc, quand vous validez vos 4 programmes sur StudyLink, ici sur la plateforme centrale, vous allez recevoir, ça va déclencher l'envoi de mails des autres universités et ils vont vous inviter à créer un compte chez eux, sur leur plateforme individuelle. Donc, vous aurez pas mal de paperasse à faire. On va prendre l'exemple de Leiden University College. Alors, donc, Leiden University College, juste pour le présenter très rapidement, parce que c'est un établissement très intéressant, pas pour la beauté des bâtiments, vous le constaterez, c'est pas génial, mais ça, c'est l'université de Leiden, mais le University College se situe à La Haye. Donc, vraiment, donc grosse ville de bord de mer. Et ce campus, si on peut appeler ça un campus, ce bâtiment de University College se trouve en plein centre, juste à côté de la gare. Donc, au rez-de-chaussée, enfin les premiers étages, et il y a un logement, il y a des logements, et puis ailleurs, il y a des salles de cours. Donc, tout se passe dans un même bâtiment. Et il propose donc des programmes de Liberal Arts and Sciences avec des majeurs. Comme je disais tout à l'heure, il y a certains University Colleges qui vous permettent de fabriquer vraiment à la carte votre programme. Et si c'est un peu plus dirigé, hein, il y a des pôles, hein, donc International Justice, World Politics, Diversity, Alternative Energy, etc. Alors, tout ça, juste pour évoquer l'établissement et pour vous dire que si vous postulez ici, comme dans les autres universités, vous aurez donc aussi un dossier à créer chez eux, sur la plateforme de Leiden. Et là, ils vont vous demander plein de choses. Ils vont vous demander évidemment de remplir tout votre état civil, de fournir une copie de votre passeport, de fournir un CV en anglais, de répondre à un tas de questions. Donc, ce n'est pas une lettre de motivation ou un personal statement très ouvert où c'est vous qui écrivez 400-500 mots. Ici, c'est dirigé par des questions courtes. Il vous faut fournir vos relevés de notes. Généralement, c'est les 2 dernières années. Hein, donc,
première et terminale. Donc, vous ferez peut-être votre dossier en décembre ou janvier. Eh bien, vous aurez peut-être que un trimestre à fournir, mais ce n'est pas grave. Vous fournissez le premier trimestre, plus vos relevés de première. Et puis, ces relevés, vous les fournissez en français pour Leiden. Ils acceptent des documents en langue française, langue allemande, langue anglaise et néerlandais, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas de tous les établissements. Certains établissements n'acceptent pas les documents en français. Dans ce cas-là, il faut les faire traduire. Mais il y a beaucoup qui acceptent quand même les documents en français. Il faudra télécharger aussi un formulaire de candidature. Alors, même si vous êtes sur une plateforme, il y a un document PDF à remplir qu'il faut télécharger aussi. Il faut payer des frais de dossier pour déposer la candidature. Ça, c'est le cas de ces petits university colleges. C'est généralement pas le cas des universités, mais bon, parfois, je crois qu'Amsterdam demande 50 € aux étudiants européens, si je me souviens bien. Mais bon, vous pouvez avoir des frais de dossier individuels pour chaque université. Donc, il faut joindre la preuve de paiement des frais de candidature. Il faut fournir la preuve de niveau d'anglais par un test standardisé IELTS ou autre. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le fournir même assez tardivement, au mois d'août, et dans ce cas-là, vous aurez une proposition d'admission conditionnelle. C'est donc conditionnelle à votre réussite à un test d'anglais. Pour Leiden, ils vous demanderont de fournir votre preuve de niveau de mathématiques, parce que c'est une des university colleges qui demande un bon niveau de maths à l'entrée du programme. Alors, sur les 10 university colleges qui proposent des cursus en liberal arts, il y en a plusieurs qui ne demandent pas une preuve de niveau de mathématiques, et ce n'est pas grave si vous n'avez pas fait des maths en première et terminale. Vous pouvez quand même faire le cursus Liberal Arts and Sciences, mais pas partout. Et Leiden demande la preuve de niveau mathématique, et si vous ne pouvez pas fournir la preuve de niveau de mathématiques, vous pouvez quand même vous y inscrire, mais il faut passer un test au cours du premier semestre. Donc, ça, c'est variable selon les universités. Alors, je vous montre tous. Il faut des lettres de recommandation aussi. Généralement, c'est minimum une lettre, parfois deux. Et il faudra passer un entretien. Donc, c'est pour vous dire que vous avez la plateforme StudyLink qui est un peu l'équivalent du Parcoursup, mais ce n'est pas fini, quoi. Il faut faire encore potentiellement 4 autres plateformes pour vos 4 autres candidatures, et à chaque fois, on vous demandera des pièces, et ça peut être variable selon les universités. Donc, bien sûr, pour la motivation, ce ne sera pas forcément les mêmes questions qui sont posées. Certaines universités ne demanderont pas de CV, d'autres, si, et ce sera un CV libre ou bien un CV dirigé, c'est-à-dire où on vous explique ce qu'on veut voir dans le CV. Donc, c'est très variable selon les établissements. Nous, on vous aide, bien sûr, si vous êtes client chez nous, vous n'avez pas trop à vous soucier de ça. On vous accompagne, on vous dit exactement ce qu'il faut faire, quand il faut le faire, et puis on vous fournit un coaching pour la rédaction, pour que vous puissiez vraiment bien vous présenter aux établissements. Donc, pour ce processus d'admission, si vous êtes partant pour l'aventure aux Pays-Bas, bon, pour élaborer votre projet, vous allez commencer par vérifier votre budget. Est-ce que c'est réaliste pour moi de partir aux Pays-Bas? Est-ce que quelle ville faudrait-il viser? Est-ce que c'est un programme subventionné? A priori, oui, si c'est une université publique. Mais bon, on a vu qu'il y a quand même quelques variations au niveau du budget. Donc, il faut vérifier tout ça. Il faut faire le point sur son niveau d'anglais. Et donc, il y a des tests en ligne qui vous permettent de vous situer. Et parce qu'il faudra savoir si vous allez devoir passer un test standardisé ou pas, et quand est-ce qu'il faut le passer, comment est-ce qu'il faut le préparer. Donc ça, c'est très important de faire le point sur le niveau d'anglais sans trop tarder. Et puis, il faut bien sûr faire votre choix de champ disciplinaire. Et puis après, passer à la recherche des programmes. Alors, pour la recherche des programmes, évidemment, vous pouvez aller établissement par établissement et explorer leur site universitaire, c'est assez fastidieux, ou vous pouvez accéder à certaines bases de données publiques. Nous, on a accès évidemment à ces bases de données publiques, mais aussi on a aussi un accès à une base de données privée
hein, nous payons pour ça. Donc, on a des outils assez performants qui permettent de balayer toute l'offre de la formation en anglais, pas uniquement aux Pays-Bas, hein, d'ailleurs, hein, en Allemagne, en Irlande, au Royaume-Uni, même en Roumanie. On fait nos recherches de programmes via ces bases de données spécialisées. Mais donc, vous pouvez donc visiter les sites universitaires tout simplement. Et puis, vous allez passer à l'étape de montage de votre dossier d'admission. Vous allez créer votre compte sur StudyLink. Vous allez saisir la candidature sur les plateformes des universités individuellement. Et vous allez faire très attention aux dates limites parce que ce n'est pas pareil partout. Donc, bon, déjà, si vous souhaitez demander une bourse sur critères sociaux pour certains programmes comme University Colleges, généralement, il faut avoir déposé son dossier pour le mois de décembre. Donc, quand vous démarrez l'année de terminale, bon, idéalement, vous allez commencer à vous préparer dès cet été. Hein. Si vous êtes en première, là, pour beaucoup de programmes, il faut envisager de commencer ce travail-là assez rapidement parce que vous devez tout boucler vos dossiers pour décembre si vous demandez une bourse. Et même si vous ne demandez pas de bourse, pour beaucoup de programmes, la date limite, c'est le 15 janvier. Hein, pour beaucoup de programmes sélectifs, j'entends. Pour d'autres programmes sélectifs, ça peut être le 1er février, le 1er mars, le 1er avril, voire le 1er mai. Et puis, pour des programmes non sélectifs, souvent c'est le mois de mai. Ça peut être même un peu plus tard pour certains programmes. Il y a des programmes encore, on peut encore postuler pour cette année. Hein, pour certains programmes, il y a des dates de 15 juin pour certains programmes pour la date limite. Donc, ça commence à être un peu court, mais c'est encore possible. Donc, vraiment faire très attention aux dates. Hein. Généralement, c'est inscrit sur la page formation, la date limite et la procédure d'admission. Donc, vous allez préparer votre arrivée en réservant un logement le plus tôt possible. Donc, vous aurez vos réponses d'admission au cours du printemps et dès que vous savez où vous allez atterrir, bon, quand vous avez une proposition d'admission, généralement, vous avez 15 jours pour accepter la place ou bien vous le perdez. Hein. Donc, si vous souhaitez accepter votre place, on vous demandera de verser une petite somme pour bloquer votre place. Et là, il faut commencer à réfléchir tout de suite à la question du logement parce que, bon, il y a une forte concurrence. C'est vraiment un peu le point noir des études aux Pays-Bas. Mais si vous êtes organisé et vous pensez à vous occuper de ça relativement tôt, il n'y aura pas de problème. Et puis, il y a des services universitaires qui sont dédiés au logement et qui travaillent pour aider les étudiants à trouver un logement. Envoyez vos documents dès que possible. Dès que vous avez votre relevé de baccalauréat début juillet, vous le faites traduire si c'est nécessaire. Si votre établissement n'accepte pas les documents en français, vous le faites traduire. Et puis, vous faites partir ce document-là rapidement. Idem pour votre IELTS ou votre TOEFL ou un autre test standardisé. Dès que vous l'avez, vous le faites partir. Inutile de stresser au dernier moment et d'envoyer ça au mois d'août quand leurs services sont très chargés. Et il ne faut pas hésiter à dialoguer avec les student services. Vous êtes beaucoup plus aidé que dans une université française. Hein. Je ne veux pas critiquer excessivement les universités françaises. J'y ai travaillé pendant de nombreuses années, mais il faut dire juste qu'il y a un problème de moyens. Donc, il n'y a pas autant de services liés à la vie étudiante comme pour le logement ou pour juste organiser son arrivée. Et ici, aux Pays-Bas, on peut tout à fait prendre rendez-vous en ligne pour avoir un petit entretien individuel en ligne pour poser ces questions, que ce soit au niveau du logement, là il y aura des agents spécialisés, ou dans un autre service, ça pourrait être parce que vous souhaitez d'ores et déjà réfléchir à votre cursus, hein, si vous êtes pris dans un university college, vous souhaitez organiser le cursus, planifier les matières que vous allez étudier, et là c'est pareil, vous pouvez prendre rendez-vous pour discuter de tout ça. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser ces services-là. Souvent, je trouve que les étudiants français sont un peu réticents ou ne savent pas en fait que tous ces aides existent. Et bien sûr, si vous êtes client chez nous, vous êtes accompagné de toute façon de A à Z. Donc, je vais
je vais, comment dire, remettre ma vidéo parce que je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Je vais arrêter ça. Merci Simon. Voilà, donc je suppose qu'il C'était top. y a quelques questions dont je n'ai pas pu regarder le. Ouais, je vais te les soumettre. C'est le moment, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions dans la partie Q et R en bas de votre écran. N'hésitez pas à les saisir et on va essayer de répondre à un maximum de questions. Alors, j'ai deux questions au sujet du niveau d'anglais. Oui, Peut-être faire un petit point là-dessus au niveau de ce qui est accepté comme test ou comme oui. justificatif. Alors, le test, le test par excellence, c'est le IELTS, donc le IELTS. C'est le test qui est cité par tous les établissements quand ils indiquent le niveau d'anglais qu'il faut obtenir. Alors, sur l'échelle IELTS, souvent, c'est 6,5. Parfois, c'est 6,0. Donc, 6,0, c'est un petit. Qu'est-ce que tu dirais, Marc? Un petit B2. Hein, c'est un, Ouais, ouais. niveau B2, quoi, effectivement. Niveau B2. Donc, 6,5 sur l'échelle EULTS, ou bien un autre test comme le TOEFL. TOEFL, c'est le grand concurrent de EULTS. C'est accepté aussi par les universités. Généralement, sur la page de la formation, vous aurez quelque chose comme Entry Requirements. Vous cliquez et puis on va vous parler de English Language Requirements. Vous cliquez là et on vous dit spécifiquement ce qu'il faut fournir pour l'anglais. Hein, quels tests sont acceptés et puis quel score il faut obtenir dans ce test-là. Alors, si comme je disais, pour les étudiants qui préparent l'OEB, souvent l'OEB est accepté au lieu du test IELTS, mais bon, ça concerne une minorité d'étudiants. Généralement, il faut passer par la case de ce test standardisé. Contrairement à d'autres pays où, bon, si on pense à la Grande-Bretagne, par exemple, c'est vrai que quand on candidate en Grande-Bretagne, souvent on est obligé de passer le IELTS quand même, mais l'université peut décider d'accepter une certaine note au baccalauréat. Alors, c'est généralement pas le cas aux Pays-Bas. Il faut quand même passer le test. Donc, il faut un niveau B2. Il faut un niveau B2, il faut être relativement solide en anglais. Il faut aussi imaginer que la moitié des étudiants de vos camarades de classe seront des Néerlandais. Eux, ils se débrouillent bien. Hein. Ils ont regardé les dessins animés en anglais quand ils étaient tout petits. Pas de doublage. En France, le doublage est super bien fait, mais bon, ça n'a pas que des avantages, on va dire. On a une question, Simon, au niveau des critères d'admission. Je pense on a en partie répondu à la question, mais peut-être pour enfoncer le clou, simplement pour les programmes avec un numerus fixus, Oui, alors ça les va être. universités ont-elles des exigences, voilà, au niveau des Voilà. profils? Alors, ça va être une étude holistique du dossier. On ne peut pas dire que, par exemple, il faut telle moyenne spécifiquement. Ils regardent les notes, les relevés de notes. Il y a aussi la partie motivation, parce que pour ces programmes-là, on demandera une motivation. Donc, ils essayent vraiment d'étudier les différents aspects de la candidature. La performance académique joue pas beaucoup. Le CV, la motivation, ce que l'étudiant a fait en dehors, ses centres d'intérêt, etc. Tout ça est pris en compte. Bon, l'aspect académique, c'est quand même le gros morceau. Hein, donc, bon, et voilà, pour ces programmes-là, bon, il faut, je sais pas moi, il faut quand même être peut-être dans les 13, 14, 15 de moyenne, quoi. Mais c'est variable. Ouais. La question qui tue, qu'on a, je pense, à chaque webinaire, Simon, c'est est-ce qu'il est possible d'intégrer une université après 2 années de prépa? Techniquement, théoriquement, oui. Dans la pratique, c'est excessivement difficile. Parce que il faut imaginer que vous demandez à intégrer débarquer en troisième année d'un cursus qui a été construit de façon très logique. On s'appuie sur des connaissances antérieures et
bon, la prépa, c'est bien, c'est généraliste, mais ça colle rarement avec le programme. Même en France, bon, quand j'étais enseignant, j'avais beaucoup d'étudiants qui venaient de prépa. J'enseignais dans un département d'anglais, donc il y avait des étudiants qui avaient fait une prépa littéraire. On les prenait, souvent en licence, donc en troisième année, avec des modules à rattraper en deuxième année. Et bon, les cursus étaient quand même relativement proches quand on fait LCE anglais. Bon, on savait que les candidats allaient vraiment bien se débrouiller avec un très bon niveau. Mais je suis assez pessimiste là-dessus, Marc. Je te rejoins, Mm. mais voilà. Mm. Voilà. C'est vrai qu'en principe, voilà, c'est des étudiants qui reprennent plutôt en première année. Le mieux, souvent, dans ces cas-là, c'est de faire une troisième année en France, de valider la licence et puis de Et de partir partir sur un master. au niveau master, je trouve. Tout à fait. Ouais. Et parce que c'est vrai que j'ai parlé de ces crédits ECTS qui sont théoriquement transférables partout dans l'espace européen d'enseignement supérieur, mais ce n'est pas un droit non plus. Ce n'est pas parce que j'ai validé 120 crédits ECTS, donc 60 pour la première année, 60 pour la deuxième année en prépa. Ce n'est pas un droit de pouvoir dire, là, maintenant j'intègre la troisième année. C'est toujours sur dossier quand même. Donc, c'est compliqué. Alors, alors, des questions, ça va être difficile d'y répondre ce soir, je pense, parce qu'on a Virginie, par exemple, qui nous demande quelle est la meilleure université pour faire psychologie, quelle est la meilleure université pour faire sciences politiques, pour faire sociologie. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Simon, là-dessus. Il n'y a pas vraiment une réponse unique à ces questions-là. Ça dépend de chaque étudiant, ça dépend du profil que vous avez, ça dépend des critères Oui, qui sont les vôtres, du dossier académique que vous avez, de vos objectifs au niveau du contenu du programme, en fait. oui, Donc, je pense que c'est là qu'on intervient aussi avec Simon oui, c'est-à-dire sur que l'idée de viser juste. oui. Ce ne sera pas la bonne approche, à mon avis, de se dire on peut très facilement aller interroger 5 grands classements internationaux et leur demander aux Pays-Bas, la psychologie, quelles sont les universités qui sont. On peut faire ça si on le souhaite, mais après dire que c'est comme ça qu'il faut procéder et postuler dans ces universités-là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, il faut bien connaître les classements et savoir pourquoi telle ou telle université est placée là, dans ce classement précis. Parce qu'il peut être placé troisième dans un classement et 30e dans un autre. Bon, pourquoi? Donc, il faut dire, je pense que la question à se poser, c'est quelle est la meilleure université pour la psychologie pour moi et pour ce que je veux faire, pour le contenu que je veux avoir. Et ça, c'est un dialogue qu'il faut regarder ça par rapport au contenu et par rapport à son profil d'apprentissage. Parce que pour la psychologie, on trouvera effectivement, il y a beaucoup de programmes intéressants en psychologie aux Pays-Bas, je dirais surtout au niveau master. En anglais, en anglais. Alors, pour les sciences politiques, bon, je dirais spontanément, Amsterdam, c'est très intéressant, mais il y a plein de sciences politiques, mais avec quelle spécialité, quelle est l'orientation qu'on souhaite donner à son cursus si on veut aborder telle ou telle problématique dans le monde, bon, ce sera différent selon les établissements. Donc, oui, bon, c'est souvent la réponse qu'on donne à cette question. Je sais mais je pense que vraiment procéder juste par un classement, ce n'est pas la bonne approche, surtout sachant qu'une université qui est par exemple, si on prend le classement de Shanghai, par exemple, qui est une des plus connues et les plus réputée, si on veut. On sait très bien que l'université qui est très bien classée dans le classement de Shanghai pour la psychologie, c'est parce qu'ils sortent énormément de publications en psychologie. C'est l'équipe de recherche qui est très performante. Et ça ne veut pas dire que l'expérience étudiante en première année, deuxième année, troisième année, ce sera la meilleure. Simon, alors je crois que ça c'est une question qui concerne spécifiquement l'école de commerce de Rotterdam, mais on peut appliquer de manière générale. Et c'est un gros problème si l'étudiant n'a pas effectué de stage à part son stage de troisième. Je ne pense pas, mais Simon, Non, cette année, j'avais un étudiant qui n'avait pas fait de
stage, bon, il avait quelques petites expériences, son CV peut-être, mais c'était pas, à ce niveau-là, c'était pas, non. Parce que là encore, il n'y aura pas un élément éliminatoire. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas d'élément éliminatoire. Si on n'a pas le niveau de mathématiques pour Rotterdam, c'est éliminatoire. Enfin, jusqu'à un certain point, parce qu'on peut quand même passer un test de mathématiques. C'est un test qu'on passe en anglais, hein, mais il y a un test, même pour les étudiants qui n'ont pas fait de mathématiques, la spécialité mathématique. Et ça, c'est applicable pour l'école de commerce de Rotterdam, mais c'est aussi applicable pour les University Colleges, pour les Liberal Arts and Sciences. Il y a moyen de pallier à l'absence de mathématiques dans son cursus au niveau du bac, hein, avec un test à part. Un peu comme l'IELTS finalement. Hein, c'est un genre de IELTS, mais pour les mathématiques. Donc, mais pour répondre à la question sur le stage, non, si les résultats scolaires sont bons, si la motivation est clairement explicitée et si c'est convaincant, le côté stage, c'est un élément à prendre en compte, mais ce n'est pas éliminatoire. Alors, Orlan nous demande des informations sur les masters. Oui. Mais je crois que plus particulièrement sur les dates limites, peut-être si elle envisage un départ Oui, alors cette année. c'est différent, c'est un peu plus, j'allais dire, c'est un peu plus souple. Hein. Alors, il y a certains programmes où ça peut être début printemps, mais généralement, on a plus de temps pour les masters. Hein. C'est plus tard dans le printemps, voire jusqu'à début d'été pour certains programmes. La dernière minute, je pense. Ouais. Un peu moins dernière minute que l'Angleterre. Oui. Mais... Ouais. Bon. Je sens quelques inquiets par rapport au taux d'échec à la fin de la première année dans certains bachelors. Et notamment, alors, bon, je ne sais pas si tu connais, Simon, le taux d'échec de première année à l'UVA en Economics and Business. Non, je ne connais pas, mais ça pourrait. Bon. Si on parle d'un programme non sélectif, ça pourrait être un taux assez important. Comme en France, prenons la psychologie par exemple en France, pour ceux qui ont fait un baccalauréat littéraire, jusqu'à présent c'était le bac L, le taux d'échec en première année doit être quelque chose comme 47-48%. Et moins pour les profils plus scientifiques. Donc, c'est toute une affaire d'adéquation entre le profil et le cursus et sa capacité de travailler en autonomie. Alors, il ne faut pas... je ne voudrais pas faire fuir les gens par cette histoire de taux d'échec. Hein. C'est quelque chose à prendre en compte, mais c'est toute une affaire d'orientation finalement et de connaissance de soi et de sa façon de travailler. Et puis aussi, on peut pallier aussi à certaines difficultés en mettant en place des systèmes d'accompagnement. On peut se faire accompagner sur place avec les services. Si on demande de l'aide, on l'aura. Hein, donc, il ne faut pas rester seul dans son coin. Et puis, il y a des possibilités aussi externes de coaching ou autres pour passer le cap de ces premiers semestres qui peut être un peu difficile quand on est lâché dans une grande université. La question du taux d'échec se pose beaucoup moins la question de l'échec se pose beaucoup moins dans les filières sélectives. Bon, en dehors du Rotterdam School of Management, où il y a quand même un taux d'échec assez important en première année, malgré le fait que ce soit sélectif. Mais généralement, les programmes sélectifs sont aussi en effectif réduit. Et ce qu'on constate, c'est que donc à Rotterdam Business School, Rotterdam School of Management, c'est sélectif, mais ce n'est pas en effectif réduit, c'est des grands groupes. Et là, vous avez un taux d'échec important. Mais dans les cursus, un numerus fixus ou bien les programmes sélectifs comme les University Colleges ou d'autres programmes universitaires qui sont sélectifs, où on doit fournir plus d'éléments et qui a des effectifs réduits, là, c'est très différent. On n'a pas ce taux d'échec en première année. On ne l'a pas. Hein, on retrouve un peu le système britannique
Vous savez, dans dans les universités en Grande-Bretagne, si vous rentrez en première année, généralement, 3 années plus tard, vous sortez diplômé. Le taux d'échec est tout petit. Enfin, c'est anecdotique. Et dans ces filières sélectives, si vous rentrez dans une bonne une filière qui a fait de la sélection et qui a des effectifs réduits, il n'y a pas grand-chose à craindre, il faut travailler. Mais si vous y êtes, si vous avez été sélectionné, c'est parce qu'on estime précisément que vous avez le niveau et que vous avez la personnalité et l'approche à l'apprentissage qu'il faut. Il faut juste, faut se poser la même question qu'on se poserait en France. Est-ce que j'irai m'inscrire en droit, dans une faculté de droit, ou est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui aurait besoin d'un encadrement supérieur, peut-être dans une école de commerce ou quelque chose comme ça? C'est la même chose. Les portes sont grandes ouvertes, mais une fois qu'on est dedans, le niveau est élevé et puis il faut se connaître. Mais c'est ça qui est intéressant aux Pays-Bas. Ils ont ce système du matching, cette procédure-là qui vous permet de vous situer un petit peu avant vraiment de vous engager. Donc, vous dites, a priori, je pense que je suis fait pour ça, je postule, et au cours de ma candidature, j'aurai l'occasion de tester, de voir un contenu pédagogique, d'écrire ma réponse à un sujet d'examen, d'avoir un retour là-dessus, et on me dira si, oui, effectivement, vous êtes plutôt de ceux qui vont réussir chez nous. Donc, il faut être guidé par ça aussi. Simon nous demande, alors quand on n'a pas le bon niveau d'anglais, est-ce que c'est possible de faire une foundation year? Oui, Oui, complètement. On en propose même une très bonne, je crois, avec l'Université d'Amsterdam. Ça tout à dépend fait, du programme visé. tout à fait. Mais on en a même plusieurs, en fait, Simon. Enfin, Oui, l'Université d'Amsterdam, il y a avec The Hague. oui. Alors, il y a plusieurs, Euh, il y a vraiment cette possibilité-là. Si vous savez que bon, les Pays-Bas, ça vous intéresse vraiment, mais qu'au niveau de l'anglais, pour le moment, c'est pas ça, prenez contact avec nous et on vous parlera des Foundation Years, effectivement. c'est une année de prépa, en fait, Oui, préparation linguistique et académique c'est pour ça. se mettre à niveau. Mm. Voilà. Tout à fait possible. Est-ce qu'on peut venir nous voir si on connaît pas, si on ne sait pas quel pays choisir? Oui, absolument. Avec grand plaisir. Si un étudiant hésite entre les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Irlande, effectivement, ça fait partie du travail qu'on fait avec les étudiants. On regarde un petit peu l'ensemble des options, on met tout à plat et puis on voit ce qui peut convenir le mieux en vue des différents critères et puis du profil de l'étudiant, en fait. Donc, absolument. C'est-à-dire qu'on a, Tu veux ajouter quelque chose? oui, on a des étudiants qui viennent nous voir avec une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Et dans ce cas-là, on travaille avec l'étudiant sur son projet. Et on a beaucoup d'étudiants qui se disent, j'hésite, en fait, au niveau des pays, je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce qui existe dans ce que je veux faire. Et encore, j'hésite entre telle ou telle filière. Alors, si vous hésitez entre 3 filières très différentes, vous êtes vraiment perdu. Ça, c'est pas notre rôle. On ne peut pas vraiment être conseiller d'orientation. On n'a pas cette formation-là. Par contre, il est tout à fait légitime d'hésiter entre certaines filières qui sont relativement proches. Et dans ce cas-là, on peut stimuler votre réflexion en vous confrontant à différents cursus. Et on fera un balayage complet des cursus qui existent dans différents pays, hein, selon votre budget, selon d'autres critères. Et on vous expliquera toutes les possibilités pour vous. Après, si vous souhaitez aller plus loin et faire le montage des dossiers avec nous, on peut le faire. Et si vous ne souhaitez pas, voilà, vous aurez au moins une vision d'ensemble pour votre projet, qui vous aidera d'ailleurs pour vos projets en France aussi, hein, parce qu'en stimulant cette réflexion-là, vous allez vraiment réfléchir à votre avenir d'étudiant et éventuellement professionnel, même si ce n'est pas indispensable de savoir ce qu'on veut faire de sa vie, on ne peut pas le savoir, mais c'est important de se projeter pour les toutes prochaines années. Et en vous montrant les différentes possibilités, ça va stimuler votre réflexion. Il y aura un échange entre nous et ça vous aidera aussi quand vous faites vos dossiers Parcoursup ou autres. Donc, c'est assez intéressant de balayer l'offre, de comparer l'offre en France
et l'offre dans différents pays. Et c'est très, très varié. Et puis, il y a de plus en plus de bachelors en anglais dans différents pays, hein, pas que des pays anglophones. Et quand on parle, je voudrais juste préciser que quand on parle de bachelor, c'est un vrai bachelor universitaire d'État. Hein. Ce n'est pas un bachelor. Bon, maintenant, le terme en français est de plus en plus accepté parce qu'à partir de la rentrée prochaine, il y aura même un bachelor d'État hein, dans les IUT en France. Il y aura le BUT, finalement, le but. Donc, un bachelor universitaire technologique. Donc, le mot bachelor, on commence vraiment à l'utiliser dans le secteur public aussi. Jusqu'à présent, ça faisait un peu école de commerce privée, hein, le bachelor. Mais quand on parle, nous, de bachelor aux Pays-Bas, comme en Grande-Bretagne, ce sont des diplômes d'État. Hein, et le terme bachelor est protégé dans ces pays, hein, comme la licence en France. Simon, je te propose qu'on prenne encore peut-être allez, deux dernières questions. Et puis, alors, j'insiste, hein, si vous voulez évoquer un projet personnel, je vois pas mal de questions qui défilent sur voilà, des critères d'admission sur des programmes spécifiques Oui, ou des filières spécifiques. On peut évidemment vous renseigner, mais je pense que ça a plus de sens de voir ça en individuel avec vous. On vous enverra un email demain avec l'enregistrement du webinaire. Et avec les coordonnées de Simon, en fait. Donc, vous pourrez tout à fait voilà, leur contacter pour peut-être convenir d'un premier rendez-vous et voir si ça fait sens de souscrire un accompagnement également. Alors, on me demande s'il y a des rentrées en janvier, en fait, Simon. Oui, il y a des rentrées en janvier pour pas mal de programmes, mais là, c'est pareil, il faut voir au cas par cas, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Hein. Donc, on peut, donc pour les programmes très sélectifs, là, donc la date est passée, hein, généralement, mais voilà, on peut monter des dossiers au cours des mois à venir, avoir le dossier prêt pour faire une rentrée en janvier. C'est selon les filières. Donc là encore, il faudrait que la personne me contacte pour que je puisse dire si c'est réalisable en janvier. Et puis peut-être, du coup, pour conclure, une question sur la différence entre les programmes à la carte et puis les programmes avec un major prédéfini. Je ne sais pas si j'ai bien compris le sens de la question d'ailleurs, qui est de savoir si on risque pas de faire les mauvais choix. Personnellement, j'aurais tendance à dire que si on est hésitant sur l'orientation et la filière à choisir, c'est peut-être une très bonne idée de faire une université où on prend des modules à la carte et où on a la possibilité de tester différentes choses avant de s'engager Tout à fait. Tout à fait, parce que ça permet quand même de... Alors, selon les établissements, on peut garder un cursus assez généraliste pendant les 3 années et décider de se spécialiser au niveau master. Hein. Ceux qui font les liberal arts dans les university colleges, généralement, ceux-là font un master derrière. Hein. Donc, je disais tout à l'heure que c'est la majorité des étudiants aux Pays-Bas terminent après le bachelor, mais les étudiants qui ont fait les liberal arts dans une university college, généralement, poursuivent au niveau master. Donc, ces étudiants-là, s'ils ont fait un cursus très généraliste volontairement pendant les 3 années, peuvent se spécialiser au niveau master. Mais si, au cours de la première année, donc on fait des études chinoises, plus la philosophie, plus sciences de l'environnement ou quelque chose comme ça, parce qu'on est vraiment intéressé par ces 3 pôles et on ne sait pas trop. Après, soit on continue dans un contexte généraliste en 2e année ou 3e année, mais ou bien au contraire, on resserre en 2e année et 3e année, on peut quand même se spécialiser dans ces établissements-là pour ensuite lancer au niveau master des études très, très spécialisées. Hein. J'avais vu un jeune homme qui avait fait, justement, j'avais parlé des neurosciences et tout ça, bon, après qui est parti à MIT faire un master en neurosciences après un cursus en liberal arts. Donc, il ne faut pas du tout croire que c'est un cursus qui est trop généraliste, hein, ou c'est au choix. Ça peut rester généraliste, spécialisation niveau master, ou au contraire, on peut préparer sa spécialisation au cours de la 2e année et la 3e année. Bon, si ça ne répond pas précisément à la question qui était posée, que la personne n'hésite pas à nous contacter. directement. Voilà. Ouais.
Mais je trouve qu'en tout cas, les programmes comme ça interdisciplinaires, enfin, c'est de plus en plus en vogue, je dirais. Et Ah puis, oui, c'est oui, et pour de pour bonnes de raisons. bonnes raisons. Enfin, c'est, Oui, ouais. oui, oui, tout à fait. Mm. Parce que de plus en plus, les entreprises, surtout on change, enfin, on- on aura de plus en plus tendance à changer d'entreprise et d'avoir plusieurs carrières finalement sur les 40, bon, avec l'espérance de vie, peut-être même 50 années de, de travail, on va faire plein de choses, quoi. Et donc, les entreprises vraiment apprécient de plus en plus des personnes qui savent apprendre et qui savent être vraiment flexibles et en approche des problèmes on va éclairer un problème de plusieurs façons. Et clairement, on a vu depuis des décennies aux États-Unis que ces filières-là sont très demandées par les entreprises, y compris Mm. des grandes entreprises comme Facebook ou autres, enfin les GAFA, enfin la technologie. C'est pas parce qu'on a fait un cursus généraliste qu'on n'aura pas sa place dans ces environnements-là, bien au contraire. Donc, on commence à le voir en Europe, surtout aux Pays-Bas. Hein, c'est vraiment les Pays-Bas, ils ont vraiment compris que c'était intéressant et ils ont emporté ce modèle-là. Il y a des possibilités en Grande-Bretagne aussi, On le mais voit un peu en France aussi avec le système des prépas, je suppose. Sauf que c'est beaucoup moins agréable à faire c'est beaucoup pour les. que. Ah oui, et puis on commence à se dire, ah Mm, oui, c'est quand même intéressant, comme les doubles licences, les cursus. Mais bon, mm, c'est bon, c'est du boulot, hein, les doubles licences, bon, c'est du boulot aussi mm, dans les university colleges, mais je veux dire, c'est, c'est pas encore ça. C'est pas vraiment des cursus liberal arts and sciences. mm. Euh, on en trouve en Allemagne aussi, ces cursus-là. En Grande-Bretagne, on trouve un petit nombre, mais ça se développe. Et en Irlande, il y a des programmes similaires aussi, où on peut faire des bachelors, où on fait quatre matières en première année, et puis on réduit progressivement au fil du cursus. Donc, ça se développe un peu partout, et de mon point de vue, c'est vraiment super. Surtout quand on sait, pour les étudiants qui se disent, de toute façon, j'irai jusqu'au master, je encouragerais des personnes à envisager ces cursus-là et se spécialiser au niveau master, sauf si quelqu'un se destine évidemment à un métier très technique comme l'ingénierie aérospatiale. Bon, là, il n'y a pas de choix, il faut faire un bachelor d'ingénierie dès le départ, bien sûr. Hein, comme le droit, on veut devenir avocat, bon, on ne va pas faire un cursus trop généraliste initialement. Et encore, hein, ça dépend des pays, parce que aux États-Unis, par exemple, on fait Oui, j'allais obligatoirement dire aux États-Unis. autre Mm, chose que le droit initialement. Hein, médecine aussi aux mm, États-Unis. Donc, mm. vous pouvez être sûr que ces cursus-là vont se développer et ils sont très appréciés. Donc, si vous faites ça dans les années à venir, là, vous êtes un peu en avance et mais bon, c'est une bonne chose. Ok, Simon, bah, écoutez là-dessus, bah, merci pour ton Mais je intervention. t'en Merci à prie tous et d'être restés merci à tous les participants jusqu'au d'être bout. venus. Et on Et puis va. voilà, on vous envoie un petit message du coup demain avec le lien vers l'enregistrement du webinaire si vous voulez revoir certains extraits. Et puis évidemment, on restera à votre entière disposition pour répondre aux questions et pour vous accompagner si affinité. Parfait. Et bonne fin d'année Merci scolaire. à tous et très bonne soirée. Bonne soirée. Et bonne fin d'année scolaire. Bonne soirée.